Donc on est une association qui s'occupe globalement d'écologie au sens noble du terme. Il y a différents pôles dans notre association. On a des sorties nature, on fait quelquefois des petites choses pour les enfants, on a un côté un petit peu plus politique, on va mettre notre nez dans les plans locaux d'urbanisme pour voir comment sont gérés les espaces dits sensibles. Donc on est pas mal occupé, on s'occupe aussi en ce moment, vous en avez entendu parler, du CEVA, enfin ce genre de choses. On se met en contact avec les municipalités, la communauté de communes pour essayer de faire un petit peu avancer les choses un petit peu plus vite qu'elles n'avancent. Donc voilà pour notre association, donc n'hésitez pas à nous contacter, on a un beau petit site internet qui a été tout refait, tout neuf depuis cette année, merci Lise. On peut faire, il y a plein de choses dessus, il y a plein de renseignements, donc n'hésitez pas. Notre association est fédérée à FNE 74. Pour les anciens comme moi, FNE 74, on appelait ça avant la FRAPNA. Donc depuis 2 ans maintenant, on est passé en France Nature Environnement avec du département 74. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vois que sur la fiche, on parle des conférences du Hérisson. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Il y a vraiment des choses bien, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Donc voilà en gros pour le fonctionnement de notre association. Je dis toujours... plus on est nombreux, plus on rit. On n'est pas forcément une association avec moult et moult membres, mais plus on a d'adhérents dans notre association, plus on a de poids sur les élus. Si on vient à 15 adhérents, les élus rigolent, il faut être honnête. Par contre, si on vient avec une association qui a pas mal de monde derrière, pas forcément d'ailleurs des gens actifs, on a un certain point d'un point de vue de la façon dont on est perçu par les élus, et on a un petit peu plus de poids pour de temps en temps appuyer là où ça fait mal, et puis aussi de temps en temps donner notre point de vue, on participe aux enquêtes publiques, etc. Enfin, c'est pas le but de ce soir, je vais laisser vite la parole à Thibaut pour cette conférence, et puis on en reparlera un petit peu après si vous voulez. Si vous êtes intéressé par notre association, sans vouloir adhérer tout de suite, vous pouvez mettre votre mail ici, on vous envoie quelques informations, et puis ça peut s'arrêter là si vous voulez, quoi. Merci beaucoup, je passe la parole à Thibaut. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que le micro est nécessaire ? Non, alors ça me fatiguera un peu moins la main. Et si jamais à un moment, en fait, ceux qui sont dans le fond entendent moins bien, manifestez-vous et je prendrai le micro, il est branché, il est prêt. J'ai l'habitude de parler sans, donc je me permets, mais si c'est nécessaire, je l'utiliserai. Donc du coup, eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de l'invitation de Nature Environnement pour ce soir. Donc comme ça vient d'être dit, votre association, elle fait partie de la Fédération France Nature Environnement, et c'est à ce titre que je suis là ce soir. France Nature Environnement organise des conférences du Hérisson chez ses associations membres. Et aujourd'hui, c'est pour vous. Et puis, il y en a comme ça, à peu près une tous les 2 mois qui sont organisées sur des thèmes différents, dans des endroits différents du département. Ça nous permet de soutenir nos associations, de leur apporter peut-être un petit peu de contenu. Et puis, ça nous permet aussi de venir rencontrer alors, les membres ou futurs membres, peut-être, de l'association en question. Je vais me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis éducateur à l'environnement, donc je suis un salarié de l'association. Mais je suis également à la LPO, qui est une association qui est citée aussi ici, et un passionné d'oiseaux depuis assez longtemps. J'organise notamment des formations, des cours sur l'ornithologie, et c'est à ce titre-là un petit peu que j'ai préparé cette conférence qui date déjà de l'an dernier. On va en reparler à un moment. Voilà, ces histoires de décliner les oiseaux, ça fait beaucoup de bruit il y a environ 2 ans, et ça va nous servir un petit peu de base. Alors, je vous précise, si jamais vous avez des questions, il y aura un temps à la fin pour les traiter, mais néanmoins, vous pouvez aussi les poser pendant la conférence, ça ne me dérange absolument pas. Alors, ou vous levez la main, normalement, voilà, la salle est assez petite pour que je voie tout le monde, ou sinon, vous n'hésitez pas à porter un petit peu la voix si je ne vous laisse pas la parole tout de suite. Je vous en demanderai juste de poser une question en rapport avec ce moment-là de la conférence. Si c'est pour autre chose, eh ben, on attendra plutôt la fin, ce sera un petit peu plus dynamique comme ça. Ça vous convient ? Très bien, j'en ai
à peu près pour 1 heure normalement. Alors, soit dit, j'ai pas l'heure sur moi, donc il ne faudra pas hésiter à me couper. Je suis des fois un petit peu bavard. Oui, voilà. Et de toute façon, il y aura le temps de questions après. Enfin, il n'y a pas de souci. Du coup, le thème de cette conférence, c'est le déclin des oiseaux. Alors, je vais laisser peut-être les histoires de lampes se régler, parce que ça fait un peu boîte de nuit pour l'instant. Je vais en profiter pour récupérer l'heure. Voilà, c'est bien un petit peu comme pour Nature Environnement. Hein. Si vous avez des questions par rapport à l'association, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Oui, bon, je pense que vous arrivez à voir, mais c'est vrai que j'aurais préféré éteindre devant, mais si c'est pas possible. J'éteins devant, mais j'ai pas tout ici. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est. C'est des lignes. Ouais. C'est pas des. Après, si c'est vraiment dans le noir, j'ai peur que tout le monde s'endorme. Mais... Voilà, là, ça ira. Allez. Du coup, donc, le déclin des oiseaux, on va traiter ça un petit peu en 3 parties. On va voir est-ce qu'il y a déclin ou pas. On va s'intéresser un petit peu aux chiffres, à l'évolution des populations des oiseaux, sachant que je connais assez bien le contexte local et un petit peu moins ce qui peut se passer ailleurs. Donc on parlera surtout de la Haute-Savoie et de la France. Voilà, et puis on élargira un petit peu par moment, mais j'ai pas forcément tous les chiffres dès qu'on sort de ces frontières-là. Les causes du déclin, si des oiseaux disparaissent, on va essayer de comprendre pourquoi, quels sont un petit peu les mécanismes qui sont en jeu. Et enfin, on va... partie 3 qui n'a pas son numéro. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'enrayer un petit peu ça. Alors le but de la soirée, c'est pas qu'on sorte tous déprimés, hein, je vous rassure. Donc, mais bon, néanmoins, c'est une réalité, donc on va quand même en parler. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a réellement un déclin des oiseaux? Et moi, la question qu'on me pose souvent, peut-être que certains d'entre vous se l'ont déjà posé, c'est pourquoi il n'y a plus d'oiseaux à ma mangeoire? C'est très difficile de répondre à cette question, je dirais, scientifiquement. Parce qu'on a observé, nous, on parlera un petit peu après, mais on a des gens qui partagent des données, qui disent les oiseaux qu'ils observent, et on peut observer que certaines années où il y a plus d'oiseaux que d'autres, et ben dans un jardin en particulier, la tendance pourrait être différente. C'est-à-dire qu'on a des années où on sait qu'il y a moins d'oiseaux aux mangeoires, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a moins d'oiseaux tout court, peut-être qu'ils ont à manger ailleurs, notamment en forêt par exemple. Et peut-être que chez vous, ils sont quand même là, ou peut-être que chez le voisin, cette année, ils ne sont pas trop là. C'est toujours difficile à expliquer. Donc quand quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ignore quelle est la taille du jardin et la situation, vient nous demander pourquoi j'ai plus d'oiseaux, c'est toujours un petit peu compliqué. Puis en plus, on se rend compte aussi qu'on se dit, l'an dernier j'en avais plus. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Est-ce que vous en avez plus en novembre? Est-ce que vous en avez plus en février? Puis c'est de ça dont vous vous rappelez. Est-ce que vous en avez eu plus pendant une semaine où il a fait très froid et du coup c'est ce qui a marqué un petit peu votre mémoire? C'est toujours un petit peu compliqué. Donc moi je dis aux gens, faut prendre un petit peu de recul. Par contre, ce dont on peut parler, c'est des tendances qui sont plus larges. Et on va pouvoir discuter du département, de la région, de la France, et de choses qui ont été faites de manière scientifique. Donc toujours compter de la même manière pour que ce soit comparable d'année en année. Petit élément de réponse pour les mangeoires, en fait ça dépend beaucoup de la fructification dans les forêts. Cette année par exemple, la fructification elle n'est pas très bonne. Parce qu'il y a eu un coup de froid en fin de printemps et il y a eu une sécheresse pendant l'été. Donc les arbres n'ont pas créé beaucoup de graines. Les sorbiers, l'année dernière, ils étaient très rouges, ils étaient couverts de sorbes. C'est des arbres qu'on a en montagne. C'est des petits feuillus qui font des petits fruits rouges qu'on appelle les sorbes. Ça, les oiseaux en raffolent. Donc quand il y en a plein dans la forêt, les oiseaux ne viennent pas à la mangeoire parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, les années où la fructification est moins bonne, il y a autant d'oiseaux et pour autant, on les voit plus à la mangeoire parce que ils se rabattent un petit peu là où ils peuvent. Donc c'est un premier élément de réponse, mais on va voir que malheureusement ça n'explique pas tout. Alors premier exemple, l'aigle royal. Donc ici on a une photo d'aigle royal, un exemple tout à fait local. Voilà, alors c'est une espèce qui avait presque disparu en France et en Europe dans les années 50. Notamment parce qu'elle était, comme tous les grands rapaces, elle était chassée. Elle allait même plus loin que ça, on peut parler même d'extermination quasiment systématique. Pas dans le but forcément de se nourrir de l'animal, c'était plutôt que ces animaux-là, les grands rapaces, avaient des mauvaises réputations et donc on leur tirait dessus. Si vous avez suivi la conférence du JPET l'an dernier, probablement que ça a été dit aussi, le JPET ça a été encore pire parce que lui il a carrément disparu des Alpes, françaises ou non, au début des années 1900, pour les mêmes raisons.
Heureusement, dans les années 60, même 70, il y a eu les premières lois de protection de l'environnement, les premières espèces protégées, donc les espèces qu'on n'avait plus le droit de flinguer, pour le dire un petit peu crûment, et les grands rapaces en ont fait partie. Et à partir de là, il y a eu des choses qui ont été faites pour les rapaces, et la population de l'aigle royal a réaugmenté. Au point que en France, voilà, on a... Alors c'est les chiffres de l'an dernier, je n'ai pas remis à jour, mais on a quasiment 500 couples. Et en Haute-Savoie, on a une quarantaine de couples. Donc quand on a une quarantaine de couples, il faut imaginer que ça fait en fait une centaine d'individus qui traînent, parce qu'il y a aussi des jeunes et des célibataires qui se promènent en Haute-Savoie. Donc ça fait au moins une centaine d'aigles. Donc voilà, si je raconte cette histoire-là, voilà, ça c'est toutes les observations d'aigles qui ont été transmises par des bénévoles de la LPO sur un site internet, une base de données qui permet aux gens de renseigner les oiseaux qui ont été observés cette année, depuis le 1er janvier 2019. Donc avec toute cette histoire-là, on ne peut pas vraiment parler d'un déclin. On est d'accord, on est passé de il y en a presque plus à il y en a une centaine en Haute-Savoie et plus d'un millier en France. Et on voit que, grosso modo, si on habite en Haute-Savoie, si on va en montagne et qu'on lève les yeux, on a quand même de bonnes chances de croiser un aigle royal, d'observer un aigle royal. Pourtant, il y a 2 ans, il y a eu toute une série d'articles qui ont sorti, qui ont fait beaucoup de bruit, alors dans les journaux, sur internet, à la télévision, à la radio, ils en ont parlé, donc là j'en ai remis quelques-uns, hein. Bon, il y a Le Monde, il y a le journal du CNRS aussi, qui ont parlé de l'effondrement des oiseaux dans les campagnes. Alors vous avez peut-être, je ne sais pas qui c'est qui en avait du coup entendu, c'était il y a 2 ans, hein, peut-être que ça a fait, votre mémoire a peut-être eu d'autres choses à retenir depuis, mais ça avait quand même fait beaucoup de bruit. Sachant que la biodiversité, c'est pas forcément ce dont on parle le plus dans les médias. Hein. Quand on parle d'environnement, on va beaucoup parler pollution, santé ou climat. Alors c'est des sujets qui sont très graves et très importants, je suis pas en train de les dévaloriser, mais la biodiversité, souvent c'est un petit peu le parent pauvre de l'environnement. Et cette année-là, alors c'était en avril, ou je sais plus, mars ou avril, ça avait vraiment fait beaucoup de bruit. Et en fait, ça faisait suite à la parution d'articles scientifiques du CNRS et du MNHM. Alors, le MNHM, vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, c'est le muséum national, hein, et donc c'est un organe de recherche qui appartient à l'État, qui a une très vieille histoire, hein, ça date de Louis XIV et même avant, même si ça n'avait pas forcément le même nom, et puis il y a des années et des années d'histoire de science derrière ce monument, je dirais, de l'étude du monde vivant. Et voilà. Donc pour dire que cette sonnette d'alarme, elle n'a pas été tirée par des associations comme nous, qu'on pourrait accuser de vouloir attirer l'attention sur nos activités ou d'être partial. Non, c'était bien le monde scientifique et je dirais officiel qui avait tiré la sonnette d'alarme. Cette sonnette d'alarme, elle a été tirée notamment grâce au résultat d'un suivi. Alors il n'y avait pas que ça, mais c'était l'un des forts arguments qui s'appelle le stock, dont on va pas mal parler ce soir. Enfin, on va beaucoup se baser sur les résultats de cette étude. Donc c'est un programme qui est mené par le muséum, qui en fait demande à des centaines d'ornithologues confirmés en France, certains professionnels, d'autres bénévoles, d'aller tous les ans au même endroit compter les oiseaux communs. Donc là on ne s'intéresse plus vraiment à l'aigle ou au gypaète, on est vraiment sur les oiseaux qu'on peut voir un petit peu tous les jours. Donc c'est des personnes qui vont faire 2 sorties par an sur une matinée. Alors c'est un protocole qui est précis, il faut que la météo soit bonne, il faut que ça soit entre, selon la période de l'année, enfin c'est 2 fois au printemps, mais selon le mois, entre telle heure et telle heure, mais c'est avant midi en début de saison, puis avant 10h en fin de saison, parce que les oiseaux sont moins actifs et donc moins détectés quand le milieu de journée arrive. Avec un parcours en fait où les gens vont explorer un carré qui fait 5 km par 5 km. Ils vont faire plusieurs points à l'intérieur, une dizaine de points où ils vont s'arrêter, écouter les oiseaux pendant un temps donné, noter tous les oiseaux qu'ils ont observés ou reconnus avec le chant. Ils ne doivent pas choisir les plus beaux endroits de leur carré. Ils ne vont pas mettre leur carré non plus dans une belle zone naturelle. Non, c'est des endroits qui sont tirés au sort, aléatoirement. Et eux, si cet endroit représente 80% de la forêt et 20% de la ville, ils vont faire 2 points en ville et 8 points en forêt. Le but du jeu, c'est d'avoir un échantillonnage de la France et donc d'avoir quelque chose de représentatif. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont toujours s'amuser, il y a certains points, enfin carrés stock, qui ne sont pas très très intéressants, mais le problème c'est que si on va chercher des oiseaux là où ils sont, et à la fin on va trouver qu'il y en a énormément en France et ça ne sera pas très représentatif. Donc cette étude, le stock, elle nous amène différents résultats. Alors en fonction des espèces, le nombre d'années n'est pas forcément toujours le même, mais donc je l'ai bien précisé.
C'est une étude qui a commencé en 89. Donc on commence quand même à avoir pas mal de recul dessus. Je vais commencer avec un oiseau que tout le monde connaît, le moineau domestique. Vous en avez probablement vu un aujourd'hui ou entendu un aujourd'hui, même si vous n'avez pas fait très attention. C'est un oiseau qu'on peut dire qui est extrêmement commun. Et pour autant, les résultats, si on prend sur les 10 dernières années, on observe sur la France entière un déclin de modéré de 13%. Et ça, c'est plutôt positif par rapport à ce qu'on observe ailleurs en Europe. En Angleterre notamment, on est plutôt sur du moins 60, moins 70%. Il a disparu de Londres. Londres, on n'a plus de moineaux depuis quelques années. Et c'est pareil à Paris d'ailleurs. À Paris, on est sur les 10 dernières années à moins 73%. Alors que, imaginez, pour moi qui suis allé très rarement à Paris et uniquement quand j'étais petit, c'est difficile d'imaginer alors Notre-Dame maintenant qui en plus a brûlé, sans les moineaux qui sont autour. Et d'ailleurs, il y a une époque où il y avait eu un assez beau reportage qui a été fait sur les moineaux à Paris, le lien avec l'homme, et puis un petit peu la manière dont fonctionne le commun des moineaux. Et bien dans les grandes villes comme ça, ils sont en train de disparaître. Pourquoi ? Alors on reviendra un petit peu plus tard sur le pourquoi. Il y a différentes raisons, on va voir, mais en fait on va travailler sur de quoi a besoin l'espèce pour rester, pour survivre, et c'est un petit peu ce qui va nous guider. On le connaît un petit peu moins, mais le moineau domestique, il a un cousin qui est le moineau friqué. Alors comment on le reconnaît ? Il a la tête qui est chocolat, enfin la calotte qui est chocolat, et il a une tache noire au milieu d'une joue blanche. Donc en fait, une fois qu'on sait le reconnaître, on le repère assez facilement. Ça, c'est un petit peu l'oiseau des campagnes, le moineau des campagnes. Quand on s'écarte un petit peu des villages, on trouve plutôt celui-là. Et celui-là, là, on est sur une chute qui est vraiment catastrophique. Moins 60% sur le territoire français. C'est un oiseau qu'on observe maintenant malheureusement assez rarement. Alors, il peut être mélangé avec l'autre moineau, mais c'est quand même une espèce différente. Il ne se reproduirait pas en ça. Merle noir maintenant, une espèce que vous connaissez aussi probablement, peut-être qu'il vous réveille des fois le matin d'ailleurs, parce qu'ils sont assez bruyants vers 4-5 heures du matin. Lui, sur les 18 dernières années, il est en augmentation modérée, une légère augmentation des populations de merle noir, donc plutôt une bonne nouvelle pour lui. Sachant que si on prend sur les 10 dernières années, il est aussi en positif entre guillemets, donc c'est pas qu'il était très bien avant, puis qu'il est en train de se casser la figure en ce moment. Et à l'échelle de l'Europe, c'est à peu près les mêmes résultats dans les autres pays. Donc le merle noir, lui, se porte plutôt bien. Autre espèce que vous connaissez probablement, vous voyez, on est bien sur des espèces communes, je ne suis pas en train de parler d'un oiseau que vous n'avez jamais entendu avant. L'hirondelle de fenêtre, vous savez, c'est celle qui fait ses nids à l'extérieur des bâtiments, sous les fenêtres, les avancées de toit. C'est celle qui est vraiment blanche et noire. Elle aussi, elle est en déclin, moins 33%. On verra aussi un petit peu plus tard les différentes raisons sur les dernières années. Et sa cousine l'hirondelle rustique, celle qui va dans la ferme, celle-ci qui aime bien la présence des écuries ou des animaux comme ça, qui a les deux longs filets, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est encore pire. Alors, vous verrez des fois le déclin, enfin le titre qui est donné semble pas cohérent avec le chiffre. Là on se dit 33, c'est pas si modéré que ça. En fait c'est parce que cette phrase-là qui est donnée par le muséum, elle ne dépend pas que du chiffre, elle dépend aussi de l'analyse qu'il y a derrière et aussi de la solidité des résultats. C'est-à-dire que selon le nombre de données d'observation qu'il y a eu, des fois statistiquement c'est plus ou moins solide et du coup des fois ils ne se permettent pas d'aller vers le fort déclin parce que scientifiquement il y a des raisons pour eux de penser qu'il vaut mieux être prudent. Donc c'est pour ça que des fois vous verrez du moins 33 en déclin modéré, des fois peut-être qu'il y aura un moins 33 en déclin fort. C'est pas purement arithmétique, il y a de l'analyse derrière. Je ne vais pas forcément le pousser, mais voilà. En tout cas, l'hirondelle rustique, elle, c'est encore pire que l'hirondelle de fenêtre qui est ici. Alors la rustique, vous savez, c'est celle qui a un petit peu de roux sur la tête et les deux longs filets. En fait, qu'on apprend à les reconnaître même en vol, c'est assez facile. La maison charbonnière que vous connaissez probablement, elle qui est plus 1%, c'est considéré comme stable, c'est pas considéré comme une augmentation, parce que 1% c'est très faible. Sur les 10 dernières années, et ça c'est valable aussi d'ailleurs dans le reste de l'Europe, elle se porte assez bien. Alors petite parenthèse, à éviter maintenant, ils vendent des boules sans les petits filets de plastique, donc si vous pouvez éviter
le petit filet plastique, si vous nourrissez les oiseaux, ça fait, parce que souvent ça finit après dans la nature et c'est pas forcément l'objectif. Et puis il arrive que des oiseaux se coincent les pattes dedans et du coup c'est pas forcément l'objectif de les blesser. Maison charbonnière donc plutôt stable. Le chardonneret élégant, que vous connaissez peut-être aussi, hein, lui qui est en déclin aussi malheureusement. Alors pour le coup, lui, c'est surprenant parce qu'à une autre échelle, quand on regarde à l'échelle, en Angleterre, pour le coup, il est en augmentation. Les Anglais sont friands d'ornithologie, donc ils font beaucoup d'études dessus. Voilà, l'équivalent de la LPO là-bas, qui est la RSPB, ils ont plusieurs millions d'adhérents, hein, alors que la LPO en a 50 000, ce qui est déjà tout à fait honorable, hein, mais voilà, c'est pas comparable, et donc il y a beaucoup de chiffres et d'études qui sont faits sur les oiseaux en Angleterre, ce qui nous permet aussi de comparer. Et même dans d'autres endroits de l'Europe, en tout cas, il est plutôt stable. Mais chez nous, malheureusement, c'est pas le cas. La corneille noire, alors la corneille noire, oiseau aussi que vous avez probablement vu ou entendu aujourd'hui, c'est un petit peu sorti, un oiseau très commun, lui est stable. Hein, beaucoup de gens nous disent que d'ailleurs il est en pullulation, non, les chiffres nous donnent plutôt un résultat qui est stable. Alors ça c'est résultats nationaux, peut-être qu'il y a des endroits où elle peut diminuer, des endroits où elle peut augmenter plus que ça, mais en tout cas si on fait la moyenne, c'est un oiseau dont les populations n'augmente pas vraiment. Et enfin, le tout dernier, le tarier des prés, dont la tête a servi de logo pour le programme à partir duquel je vous donne les résultats, parce que c'est malheureusement un exemple typique, hein, moins 37% sur les 10 dernières années et moins 59% depuis 89. Le tarier des prés, quand certains ornithologues que je connais et qui sont un petit peu plus vieux que moi et puis qui m'ont aidé à apprendre beaucoup de choses, m'en parlent et me disent avant on les regardait pas parce que c'était comme un moineau ou une corneille aujourd'hui. Dans chaque pré en Haute-Savoie, vous aviez des tariers des prés un petit peu partout. Maintenant, il faut aller en montagne et il faut trouver des jolis prés pour les trouver. Et c'est vraiment un oiseau qui en France, en fait, on estime qu'à court terme, il va complètement disparaître de toutes les plaines, à part quelques endroits qui sont très spécifiques où on a une agriculture qui est très différente. Mais on a cette espèce-là qui est en train de disparaître des plaines, alors que c'était l'un des oiseaux les plus communs avant. Et ça, entre guillemets, personne l'a vraiment... Enfin, personne, peut-être pas, mais on l'a pas vu venir. Hein, on n'a pas fait assez attention. Il est probable que si d'ailleurs on suivait plus ces populations avant 1989, on aurait ici un chiffre qui serait plus important. Si on l'avait mieux compté à l'époque où il était commun, parce que souvent quand ce qui est commun on le compte mal parce que il y en a partout donc on se pose pas la question, on aurait probablement des chiffres qui seraient encore plus inquiétants entre guillemets. Voilà, alors tout ça pour dire, les oiseaux en déclin, oui et non, ça va dépendre des espèces. Alors rassurez-vous, je vais vous décrypter un petit peu ce qui est à l'écran. En fait, tous les oiseaux ne sont pas en déclin. Et si on s'intéresse aux oiseaux communs, hein, ceux dont finalement on ne peut pas vraiment dire qu'ils bénéficient de programmes, hein, parce que le gypaète, l'aigle royal, dont on a parlé tout à l'heure, eux, ils bénéficient de programmes de protection et de moyens assez importants. Il y a des grandes différences en fonction des espèces. Si on prend toutes les espèces cumulées qui sont suivies par le stock, il y en a un peu plus de 70, on a une descente, c'est la courbe bleue, hein, qui est de 14%. Alors attention, le chiffre, c'est pas la différence entre le début et la fin, c'est une sorte de moyenne de la pente. Donc si on regarde tous les oiseaux communs qui sont gérés par ce programme-là, on a une diminution de, on va dire, 15% depuis 89, hein, donc depuis le début des suivis. Donc c'est plutôt une diminution que je dirais un peu peut-être. Mais pour se poser la question de quels sont les oiseaux qui sont en train de diminuer et pourquoi, les scientifiques ils ont poussé ça un petit peu plus loin. Puisque les personnes qui font le suivi stock, ils notent le milieu dans lequel ils ont fait l'étude, est-ce qu'ils sont en forêt, est-ce qu'ils sont dans un champ, en ville, etc. Ils ont regardé si les espèces qui étaient plus présentes sur certains milieux se cassaient plus la figure que d'autres. Donc ils regardaient, tiens, par exemple le moineau, on le trouve plutôt en ville et moins dès qu'on est en forêt. Donc on va lui le mettre par exemple sur les espèces du bâti. Le tarier des prés, on ne le trouve pas en ville, on ne le trouve pas en forêt, on le trouve dans les champs. Donc lui, il va être dans le milieu agricole. Le pic et pêche, par exemple, c'est quand même plutôt le milieu forestier. Et enfin, il y a des espèces comme le merle noir ou la corneille noire qu'on trouve partout. Sur quel que soit le milieu, on en trouve à peu près la même quantité. Donc a priori, c'est que le milieu, c'est pas un facteur pour elle. Elle va pas aller s'installer à droite plutôt qu'à gauche, elle va aller un petit peu partout. Elle a cette capacité
on dit que c'est une espèce ubiquiste, donc comme un petit peu le don d'ubiquité, ça a la même racine, qui a la capacité de s'installer un petit peu partout. Bah, ces fameuses espèces ubiquistes, elles sont plutôt en augmentation si on fait une moyenne de leur évolution. Vous voyez, même 22%. Donc c'est des espèces qui se portent bien. Les espèces des milieux forestiers, ben, on est à moins 1%. Donc on a une très légère pente vers le bas. On peut dire que c'est relativement stable en fait. Donc les espèces des forêts se portent assez bien. Après, si on va voir les espèces des milieux bâtis, hein, donc la courbe rouge, là on a une diminution de 24%. Donc là on va avoir nos fameuses hirondelles et le moineau par exemple. Et enfin, espèces des milieux agricoles, là c'est la catastrophe entre guillemets, c'est les espèces qui souffrent le plus. Milieu agricole, c'est, donc vous l'imaginez bien, pour nous en Haute-Savoie notamment, bah, ça va être les milieux de prés, hein, de prairies, parce que c'est ça l'agriculture, et les vergers aussi d'ailleurs, et dans la vallée de l'Arve vous avez des assez beaux vergers, ça va être les espèces des prairies, des vergers qui sont le plus concernés. Donc en fait tout le monde n'est pas forcément à la même enseigne, selon les espèces. Et ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux pourquoi elles sont en train de disparaître. Voilà. Donc ce résultat des espèces et milieux agricoles qui sont les plus touchés, c'est vrai chez nos amis suisses qui ont fait des études également, c'est pas les mêmes protocoles, c'est pas les mêmes systèmes, mais ils tombent sur les mêmes résultats chez eux. C'est vrai aussi en Angleterre, et en fait c'est vrai à l'échelle de l'Europe, et c'est même vrai à l'échelle du monde, en tout cas pour les endroits où il y a de l'ornithologie scientifique qui est fait, ce qui n'est pas forcément le cas partout forcément. Si on se pose un petit peu la question des régions, voilà, alors ici vous avez une carte avec un gradient de couleur, plus c'est rouge, plus c'est mauvais, si je puis le dire, plus c'est rouge, plus ces espèces sont en diminution. Pour rappel, hein, nous on a notre région, alors c'est les anciennes régions, mais qui est ici. Du coup, les oiseaux des milieux forestiers, par chez nous, on est sur du vert, donc c'est plutôt en augmentation, ça va plutôt pas mal. Est-ce que c'est parce qu'on a plus de forêts? Oui. Oui, c'est parce que justement nous, notamment avec les massifs montagneux, on a des forêts qui se portent pas plus mal. Il faut savoir que les forêts en France ont quand même gagné du terrain, hein, depuis assez longtemps, elles gagnent du terrain. Ce qui n'est pas forcément le cas des milieux agricoles ou d'autres choses, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que du coup c'est pour ça que ces espèces-là ne se portent pas si mal. Mais dans les rouges, c'est que la forêt a perdu du terrain. Bah, alors, ou la forêt a perdu du terrain, ou la forêt est devenue de mauvaise qualité. Ça peut être une autre raison. Voilà, c'est peut-être ça. Ouais. Ça peut être ça aussi. Par exemple, si on regarde chez nous les espèces qui sont liées aux milieux forestiers, celles qui sont liées aux résineux sont en augmentation et celles qui sont liées aux feuillus sont en diminution. Pourquoi? Parce qu'on a, alors en montagne c'est logique d'avoir du résineux, hein, l'épicéa a tout à fait sa place sur nos massifs, mais on en a aussi planté beaucoup en bas. Et du coup, certaines espèces qui normalement étaient présentes qu'en montagne parce qu'elles aiment les résineux, eh ben, ont commencé à s'installer en plaine parce qu'on a remplacé des champs par des plantations de Picea ou de Douglas ou de je ne sais quelle essence de résineux, et du coup il y a ce genre de choses qui peut rentrer aussi. Donc il y a la quantité de forêt brute, et après il faut aller voir un petit peu dedans quel est le type d'arbre et la qualité de la forêt pour les oiseaux. Certaines espèces sont beaucoup plus difficiles que d'autres et donc vont en s'ouvrir plus que d'autres. Milieu bâti maintenant, donc ici j'ai mis c'était un piquet-pêche, pardon, je ne l'ai pas précisé. Un piquet-pêche voilà, qui est en train de nourrir ses jeunes dans le nid. Là on a un martinet noir, je suis sûr qu'il y en a à Ronton, hein. C'est l'oiseau qui tourne autour de l'église avec ses cris un peu aigus mais qu'on ne peut voir que pendant l'été. Enfin ils partent même assez tôt, ils partent dès juillet, août, on les voit plus trop, qui est là pendant le printemps et l'été. Donc vous voyez lui aussi, hein, alors espèce liée alors c'est pas la carte du martinet, hein, c'est la carte de tous les oiseaux liés au bâti. C'est un exemple que j'ai mis. Voilà, vous vous souvenez, ça faisait partie de ceux qui étaient vers le bas, et du coup sur la carte ça se retrouve. Et là on peut se dire que nous c'est peut-être un petit peu moins pire qu'ailleurs, tout en étant quand même dans une diminution. Les espèces liées au milieu agricole, là j'ai le tarier pâtre qui est un cousin du tarier des prés de tout à l'heure. Là vous voyez c'est rouge partout, alors c'est pareil, on est peut-être un petit peu moins mauvais élève. Ça une fois de plus c'est peut-être un avantage de la montagne qui limite un petit peu la destruction de certains milieux, ce qui est vrai aussi bien côté Alpes que côté Ardèche, Massif central, etc. Ouais, mais toutes les autres montagnes, là, pour le coup... Oui, par exemple ici, ou plus au nord. Ouais. Même le bas des Alpes, je veux dire, le bas des Alpes, les Vosges, enfin bref, c'est pas... Ça peut, enfin, on peut se dire, ah bah tiens, nous depuis tout à l'heure, on n'est pas les plus mauvais élèves, donc c'est bon,
hein, on va rentrer chez nous bien tranquille ce soir. Non, ça veut dire que nous, on a une responsabilité. Ça veut dire qu'ici, il y a encore des choses à faire. Qu'il y a encore certains oiseaux qui ont peut-être des populations suffisamment importantes pour pouvoir perdurer. Hein, parce que si on attend que tout soit foutu pour agir, bah, on n'agit jamais en fait. Et enfin, on agit une fois que c'est trop tard. C'est vrai aussi pour les amphibiens par exemple, hein, il y a le sonneur à ventre jaune, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui est un crapaud qui est très connu. En Savoie et dans le Jura, il y en a beaucoup. Et du coup, des fois, quand on dit attention, zone protégée parce qu'il y a le sonneur à ventre jaune, on nous dit ah, bah, ici il y en a un petit peu partout, donc on pourrait peut-être quand même se débrouiller. Et on dit bah oui, mais si là où il y en a beaucoup on détruit tout, c'est pas dans les départements où il en reste une petite population dans une mare qui est complètement déconnectée du reste qu'on va arriver à protéger l'espèce. Hein, c'est pareil, le milan noir, je sais pas si vous connaissez le milan noir, c'est un rapace qui est très très commun autour du lac Léman, dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie d'une manière générale. Cet oiseau, il fait partie des oiseaux qui sont prioritaires à l'échelle de l'Europe. Parce qu'ailleurs, il va beaucoup moins bien que chez nous. En grosso modo, il va bien chez nous, il va bien en Aquitaine, ou certains endroits en tout cas, alors je sais plus si c'est l'Aquitaine, Bordeaux, mais il y a certains endroits en France plus à l'ouest où il va assez bien aussi, et ailleurs, il est assez rare. Donc finalement, c'est la même idée de protéger les espèces qui vont encore bien chez nous, surtout si elles vont pas très bien ailleurs. Les espèces généralistes, c'est celles qui du coup se portaient le mieux, donc on le retrouve ici également. Hein, j'ai mis le rouge-gorge en exemple, une espèce qu'on peut croiser aussi bien en forêt que dans son jardin, et qui elle, va assez bien. Si on élargit ça, je viens de parler du sonneur à ventre jaune, hein, l'IUCN, donc ça c'est un organisme qui surveille l'état de santé de la biodiversité à l'échelle du globe, de la planète entière. Et cette IUCN, elle nous dit que sur la planète, on a un amphibien sur 3, un oiseau sur 8 et un mammifère sur 4 qui est menacé d'extinction. Donc finalement, les oiseaux, malgré tout ce qu'on vient de voir, c'est pas ceux qui vont le plus mal. Et après, ces sortes de chiffres, on pourrait le trouver pour beaucoup d'autres groupes d'espèces, et pas forcément des animaux d'ailleurs, parce qu'il y a des plantes aussi qui sont menacées. Donc voilà, on a quand même un contexte d'érosion de la biodiversité qui est général, et les oiseaux, en fait, ne sont malheureusement juste pas une exception à la règle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie, qui me semble terminée? Dans ce cas, on va travailler sur les raisons. Hein, pourquoi est-ce que ces oiseaux disparaissent? Pour ça, on va revenir un petit peu sur les besoins fondamentaux des êtres vivants. Alors, je ne vais pas rentrer dans de l'écologie scientifique très très compliquée, vous allez voir. Hein, c'est très simple. Hein, un oiseau, il est comme nous, il a besoin de manger. Alors moi j'aime bien les cookies, donc j'ai mis un cookie. Il a besoin d'un habitat, un endroit où vivre. Alors moi j'ai une maison, j'ai mis une maison. Et il a besoin aussi de se reproduire. Alors pas forcément pour survivre, il n'en a pas besoin, mais pour que l'espèce perdure, il en a besoin. C'est pareil, si moi j'ai envie que ma lignée entre guillemets se poursuive, j'ai intérêt à me reproduire, parce que sinon je ne suis pas éternel et un jour je vais mourir. Les oiseaux c'est pareil. Alors les oiseaux vivent assez longtemps, hein. Souvent on sous-estime, hein. Notamment les grands oiseaux, hein. Voilà, les gypaètes ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans, hein. Et certains oiseaux de mer, les goélands, etc., jusqu'à 60-70 ans, de ce qu'on en sait, et encore peut-être même que certains vivent plus vieux. Les petits oiseaux, souvent c'est 2-3 ans dans la nature, même s'ils peuvent vivre une dizaine d'années. Un rouge-gorge, il peut vivre jusqu'à 13 ans, je crois, donc ce qui est pas rien, mais en fait il y a beaucoup de pertes sur les premières années, sur les jeunes notamment, donc du coup tous n'arrivent pas à cet âge. Mais il n'empêche qu'au bout de ces 13 ans, s'il ne s'est pas reproduit, ça fait un rouge-gorge en moins. Alors que s'il s'est reproduit, quand il meurt, ça ne fait pas un rouge-gorge en moins parce qu'il y en a d'autres qui sont venus le remplacer. Et bien sûr, il faut pouvoir se déplacer un petit peu entre ces éléments, entre l'habitat, l'endroit où on va se trouver à manger, entre là où on est et là où on va pouvoir trouver un ou une éventuelle partenaire pour se reproduire. Donc il y a des besoins de déplacement. Si l'un de ces éléments disparaît, l'espèce diminue. Hein, il suffit des 4 éléments avec les déplacements qui ne soient plus possibles et l'espèce disparaît. Donc finalement ces oiseaux-là, ils disparaissent pas forcément parce qu'on va les tuer directement, même si ça peut arriver, pour différentes raisons, on verra un petit peu plus tard. C'est plutôt parce qu'ils ne trouvent plus les conditions pour survivre ou pour se reproduire. Je ne sais pas si vous connaissez les oiseaux, mais on parle souvent d'insectivores et de granivores. Ici, j'ai un pinson des arbres. C'est un granivore. Comment on reconnaît les granivores? C'est ceux qui ont des becs assez forts. Peut-être que vous connaissez le verdier ou le gros bec, par exemple. En fait, ce sont des oiseaux qui ont un bec fort parce qu'ils vont casser les graines. Et en fait, ça, c'est leur alimentation d'adultes. Les jeunes oiseaux, même chez les granivores, mangent des insectes.
Parce qu'un jeune oiseau, ici vous voyez, il y a les petits becs des jeunes pinsons, il doit en quelques semaines passer de un tout petit machin tout nu dans le lit à un oiseau de taille, de poids et avec un plumage complet. Hein, un oiseau, quand il a un pinson, quand il a 6 mois, enfin même quand il a 6 semaines, il fait la taille d'un adulte. Hein, il va prendre toute sa taille et il va construire son corps en fait en seulement quelques semaines. Donc vous imaginez l'apport d'énergie qui est nécessaire. Bon, bah, cet apport d'énergie, et notamment en protéines, hein, parce que les plumes c'est 95% de protéines. Une plume c'est de la kératine, c'est comme vos ongles ou vos cheveux, c'est vraiment de la kératine, de la kératine, de la kératine, donc ça demande énormément de protéines. Et un oiseau, son plumage c'est 1/3 à la moitié de son poids, hein, donc pour vous faire rendre compte de la quantité qu'il faut. Donc ça avec des graines c'est quand même pas le plus facile. Hein, d'apporter autant de protéines avec des graines. Donc les jeunes, ils sont nourris à l'insecte. Ici, notre pinson, il a des chenilles dans la bouche. Du coup, si jamais il n'y a pas d'insectes, même s'il y a d'autres sources de nourriture pour les adultes, les nichés vont échouer. Et du coup, bah là, je pense que vous faites assez facilement le lien avec l'image qui est à côté. L'agriculture s'est intensifiée, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et avec l'intensification, le problème, c'est que pour faciliter un petit peu les choses, l'agriculture a changé de modèle et on s'est mis à planter une seule plante sans aucune autre diversité sur une parcelle qui est assez grande. Ça marche assez bien, sauf que le problème c'est que si vous êtes un parasite de cette plante-là, par exemple une chenille qui adore la plante en question, c'est un petit peu facile pour vous de venir vous installer là. Et du coup vous allez pouvoir vous développer. Et vous allez causer de gros problèmes sur cette plantation qui n'a qu'une seule type d'espèce. On n'a pas un équilibre qui ressemble à un milieu naturel puisqu'on n'a qu'une seule plante. Et du coup, bah, dès qu'il y a un parasite, qui peut être un champignon, un insecte ou autre chose, ça pose des gros problèmes. Donc du coup, la solution, elle a été apportée par la chimie. On va amener des produits qui vont tuer les fameux parasites qui vont attaquer la plante. Et comme ça, on protège notre plante, donc on peut la récolter et on peut nourrir les personnes avec. C'était un petit peu ça la logique. Alors c'est vrai que c'est des choses qui commencent à évoluer, à être beaucoup remises en question maintenant. On parlera peut-être un petit peu du bio tout à l'heure. Mais néanmoins, c'est un système qui a été fortement encouragé et qui est devenu largement majoritaire en France. Et donc, dans ces espaces-là, on s'est mis à mettre des insecticides. Et les insecticides, bah, ça porte bien son nom, ça tue les insectes. Et donc, nos oiseaux, ils ont plus de difficultés à trouver à manger, dans les milieux agricoles notamment, puisque c'est ici qu'on va le plus traiter. Quoique des fois dans les parcs et jardins, c'était pas forcément mieux. Et ben dans ces milieux-là, il y a moins de nourriture. Il y a moins d'insectes sur les plantes, donc par exemple de chenilles, et il y a aussi moins d'insectes qui volent au-dessus, qui sont les papillons qui sortent de la chenille ou qui sont en train de pondre l'œuf qui va devenir la chenille. Et du coup, ben, nos amis pinsons, même s'ils sont granivores, et qui peuvent très bien survivre sans chenilles, ils n'arrivent pas à nourrir leurs jeunes. Les nichés vont échouer, ou ils ne trouvent pas assez à manger pour tous les petits frères et sœurs qui sont dans le nid, donc il n'y en a qu'un seul qui va arriver jusqu'à l'âge adulte, et faut-il encore qu'il aille à survivre à sa première année pour se reproduire lui-même. Donc du coup, bah, moins de succès de reproduction du fait qu'il y ait moins de nourriture, et donc moins d'oiseaux. Et donc bah, plus ça avance dans le temps, moins d'oiseaux, puis moins d'oiseaux, puis moins d'oiseaux, puis moins d'oiseaux, c'est comme ça qu'on a des courbes qui disparaissent. Et encore, là j'ai pris l'exemple du pinson des arbres, qui est un granivore et un oiseau qui est plutôt forestier, enfin même qui est assez généraliste. À partir du moment où il y a des arbres, lui il est content, et qui est pas en déclin. Mais néanmoins, il va souffrir aussi de ça. Alors imaginez les espèces qui sont purement insectivores, comme le tarier des prés, celles qui ont un petit bec, hein, un petit peu le principe de la pince à épiler, qui vont pouvoir aller chercher le petit insecte, même s'il est caché quelque part. Et ben eux, en tant qu'adultes et pour leur reproduction, ils n'ont plus assez à manger. Donc ça c'est la première raison. La deuxième c'est l'habitat. Alors j'ai essayé de trouver à Renton, mais le problème c'est que il n'y a pas de carte Cassini chez vous, je n'ai pas trouvé parce que c'était la Savoie. Et du coup, ça ne regardait pas le royaume de France à l'époque. Alors autant Annecy était cartographié, Genève était cartographié, mais entre les deux, il y a une grande zone blanche où les cartographes ne sont pas forcément allés. Donc ici, on a Annecy en 1860. Vous allez voir, l'exemple va quand même vous parler, peut-être que vous connaissez. Donc ici, c'est Annecy. Hein. Ici, il y a le village d'Albini, que peut-être certains connaissent l'avenue d'Albini. Ben voilà, il y avait le village d'Albini. Ici, on avait le cours d'Albini. Hein. Ici, on a le Paquier. Hein. Ici, voilà. Et vous voyez, ici, c'est... Alors, le bâti est en rouge, hein, je pense que vous l'avez deviné. Donc ici, c'est bâti, c'est Annecy. Ici, on a un long chemin à travers les champs qui nous amène à Albini. Et enfin, on a d'autres chemins qui montent à travers champs pour aller dans le village. Bon, ma télécommande ne marche plus très bien, mais village d'Annecy le Vieux, qui est ici, qui est vraiment quelques fermes.
Et puis on a par exemple, ici on a Cran, hein, qui n'était pas encore relié avec Gevrier. Mettez ces quelques villages avec un grand marais. Ah, voilà, ça c'est Annecy en 1860. C'est pas en 1400, en 1860. Voilà, ça c'est le même endroit aujourd'hui, enfin l'année dernière. Tout est 100% relié par de l'urbain. Il y a Anne-Sylvieux, finalement, qui a encore un petit peu de parcelles agricoles par ici. On retrouve ici, pour ceux qui connaissent la butte de Taillefer, qui est un petit peu aussi une exception, dans un environnement urbain. Vous voyez, hein, même les marais de Mété, maintenant la rivière a été canalisée, puis ici c'est tout construit, c'est des zones d'activité, comme on dit. Donc voilà. Hein, donc du coup, un oiseau qui habite dans les champs, il habite plus là. C'est plus son milieu. Autant un merle noir, peut-être qu'il peut, bon, alors pendant les travaux, il est un peu dérangé, puis il peut venir se remettre dans le jardin des gens, une fois qu'il y a un jardin. Après, bon, même un merle noir, il vit pas sur un immeuble où il n'y a aucune végétation, autour il n'y a rien, il y a quand même une limite. Mais en tout cas, certaines espèces peuvent s'installer en ville, mais le terrier des prés, ça c'est pas du tout favorable pour lui. Donc là, en fait, c'est pas une question que l'espèce soit morte ou non, et à manger ou pas, c'est juste pas chez elle. Hein, nous, on est des espèces, par exemple, on n'est pas vraiment capable de vivre sous l'eau. Vous pouvez essayer, vous ne ferez pas très longtemps. Bon, si demain, tout ça c'est sous 10 mètres d'eau, il n'y aura plus d'humains, c'est pareil. Hein, on pourra bien faire ce qu'on veut, ça c'est pas notre milieu. Et c'est la même chose pour ces oiseaux. Et ça, en Haute-Savoie, l'urbanisation. Alors moi, j'ai de la chance, hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis là, ça fait 5-6 ans que je suis en Haute-Savoie. Et pour certains d'entre vous qui peut-être habitaient la région depuis très très longtemps, vous avez dû voir depuis les 10 dernières années, d'un point de vue urbanisation, hein, le fait de construire c'est l'urbanisation, ça a été très très fort. Et sur quoi on a pris? Principalement du milieu agricole. Finalement, les forêts en Haute-Savoie, elles sont beaucoup sur les massifs, et on ne construit pas tant que ça dans les pentes. Donc ce qui a été rasé, c'est les milieux agricoles et les zones humides. C'est vrai qu'il n'y a pas les oiseaux des zones humides dans l'étude que je vous ai montrée avant, parce que c'était un petit peu fait à part, et c'est aussi des espèces qui ont beaucoup souffert, mais elles ont souffert un peu moins tardivement. Les zones humides, en fait, on en a détruit les 2/3 depuis 1900, donc c'est un petit peu le même principe, par destruction des milieux, on a enlevé. Pour ceux qui connaissent aussi autour d'Annecy, il y avait les grandes zones humides entre Annecy, Sillingy, etc., où aujourd'hui maintenant il y a la zone commerciale du Grand Épany. Vous regardez le nom des rues, hein, c'est la rue des Roseaux. Enfin, voilà, ils nous ont fait un beau souvenir sur le panneau de ce qu'il y avait avant en appelant la rue comme ça. C'est que des noms de plantes, c'est le sol, le roseau, enfin des choses de milieu humide. En fait, si vous connaissez le marais de Poisy, le marais de Macully, c'est un vestige de. Avant, il y avait des hectares et des hectares de marais comme ça. Donc c'est le même principe que pour nos milieux agricoles, et du coup, les espèces, elles disparaissent. Alors on pourrait dire qu'elles peuvent déménager, mais si elles vont déménager dans un autre champ, il y a déjà un oiseau qui habite. Et à un moment, ils peuvent pas être, le milieu ne peut pas accueillir des centaines et des centaines d'oiseaux, parce qu'il y a une quantité de nourriture et de ressources nécessaires pour chaque oiseau. Et puis ils sont un peu territoriaux, hein, ils vont défendre leur petit bout qui leur permet de nourrir leurs jeunes. Autre question par rapport aux habitats, là on a une animation qui nous montre l'évolution dans le temps des milieux favorables au lagopède alpin. Alors là on n'est pas sur un oiseau commun par contre, j'admets. Aujourd'hui, donc ça va être celle-là, en 2050 et en 2090, d'après les prévisions par rapport au réchauffement climatique. Donc là, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Donc ça, c'est le... Ah, je ne les ai pas cités, c'est le CREA. Hein, c'est un organisme de recherche sur les milieux d'altitude qui a travaillé là-dessus. Et vous voyez sur leur site, un Atlas Mont Blanc, il y a énormément de données sur des plantes, des espèces de papillons, d'oiseaux, etc. Et on se rend bien compte que voilà, le réchauffement climatique sur ces espèces-là, ça va être assez catastrophique. Sachant que là, c'est les milieux qui sont favorables. Déjà, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un lagopède dedans. C'est-à-dire qu'il pourrait s'y installer. Et là, on va voir que c'est assez difficile d'être optimiste pour le lagopède alpin si on réfléchit à une échelle de 100 ans. Hop, voilà, ça c'est la suite. Donc là, l'habitat, l'accès à la reproduction. Alors, il y a 1 an ou 2, c'était la LPO qui avait fait paraître une étude sur les animaux et les oiseaux notamment par rapport à la pollution sonore. Parce que la pollution sonore, on commence à en parler par rapport aux êtres humains. On se rend compte que le bruit nous stresse et a un impact négatif sur notre santé. Et on s'est posé la question si c'était pareil pour les animaux. Bon, je vous laisse deviner. On retrouve les mêmes choses. Et par exemple, pour les oiseaux qui sont
chanteurs. Ici, on a un mâle de bruyant des roseaux et ici, on a une femelle. Le chant est un élément important de la reproduction. Le chant permet au mâle et à la femelle de se trouver, et ça permet aussi au mâle de revendiquer une place de bon père, hein, de montrer qu'il est fort, qu'il est vigoureux, qu'il s'est trouvé à manger, et qu'il est en bonne santé. Et un père qui est en bonne santé, c'est plutôt un bon père pour mademoiselle, on va dire, qui est là. Et ben, quand il y a une route entre monsieur et madame avec des voitures qui passent toute la journée, ben, monsieur il a beau s'égosiller, madame ne l'entend pas. Et donc, on n'a pas de reproduction. Alors on observe du coup des oiseaux qui changent de comportement, qui vont raccourcir leur chant et qui vont attendre. Et dès qu'il n'y a plus de voiture, piou, 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 et bon, ça repasse les camions, les voitures. Puis là, faut encore espérer que la madame en traversant, elle ne se prenne pas une voiture. Donc, en tout cas, la reproduction, elle a besoin de certaines choses. On a parlé de l'alimentation. Une mésange, elle a besoin d'une cavité pour nicher. Alors peut-être que vous mettez des nichoirs chez vous, c'est une cavité artificielle qui est faite pour les oiseaux. Naturellement, ces oiseaux, avant que l'humain fabrique des nichoirs, ils existaient. Ils trouvaient des cavités dans les arbres vieux ou morts, dans lesquels il va y avoir des trous, notamment creusés par les pics. On a tendance à un petit peu nettoyer les forêts, les parcs, pour pas qu'il y ait d'arbres morts, parce qu'on n'a pas envie de se prendre une branche sur la tête, parce que un arbre mort, ça peut casser. On n'a pas envie qu'il tombe sur un aménagement, une construction humaine, et du coup on limite le nombre d'arbres morts. Et du coup ces espèces-là par exemple vont pas pouvoir trouver d'endroit où nicher. Donc voilà, chaque espèce a ses besoins en termes de reproduction. Par exemple, j'ai pas la photo là, mais il y a des oiseaux qui ont la très bonne idée de nicher par terre. C'est original pour des oiseaux, mais on a les pipites par exemple qui nichent par terre. Et du coup, avec tous les chats qu'il y a aujourd'hui, ils se font décimer. Parce que voilà, quand on a en milieu périurbain, où on a des quartiers avec des assez petits jardins, chacun a son ou ses chats. Si vous avez des chats, je ne sais pas contre vous que je dis ça, rassurez-vous. Mais c'est un fait, et on a une surconcentration de prédation. Parce que normalement, un chat forestier, vous aviez fait la conférence il y a 2 ans, un chat forestier, il va y en avoir une famille éventuellement quand c'est la saison de reproduction, sur un assez grand territoire. Là, notre chat, il va être sur un territoire qui est très petit, mais c'est pas très rare pour lui parce qu'on lui amène c'est compensé par des ressources en fait. Il a des croquettes, il a des médicaments, donc on peut se permettre de faire survivre des chats dans des plus petits espaces. Néanmoins, s'ils ont le tempérament un petit peu chasseur, la journée ils vont se promener et ces oiseaux qui nichent au ils finissent par se faire trouver et par se faire manger. Si vous avez 40 chats dans le quartier, pour que l'oiseau il arrive à faire ses allers-retours toute la journée avec des chenilles dans la bouche sans jamais se faire repérer par un chat pour savoir où elle nie, il faut vraiment qu'il soit extrêmement discret. Donc ça fait partie des autres raisons qui peuvent gêner la reproduction. Et aussi la mobilité. Ici on a une malheureuse chouette effraie, oiseau que vous connaissez peut-être. Il faut savoir, en France, chaque année en moyenne, il y a une chouette qui meurt tous les 4 km de route. Si vous imaginez tout le réseau français, ça fait une chouette qui meurt tous les 4 km. Alors il y a des endroits où il y en a beaucoup qui meurent, des endroits où il y en a beaucoup moins, mais c'est gigantesque. Et qui meurt percutée par une voiture, pas qui meurt parce qu'elle a eu trop froid ou parce qu'elle a été malade. C'est une espèce qui paye un très très lourd tribut de la route. Pourquoi ? Parce que c'est un chasseur nocturne qui est très adapté à la nuit, elle voit très bien, elle entend très bien, elle a des plumes qui sont toutes douces, et du coup, quand elle passe à côté de vous, vous n'entendez rien. Par rapport à un pigeon qui décolle, flap, 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 non là c'est... Moi j'en ai déjà eu une dans un clocher quand on posait nichoir qui a fait le tour de moi. Je l'ai vu mais j'ai strictement rien entendu. Il y a une adaptation sur les plumes des chouettes et des hiboux pour ça. Et du coup elle va voler à 1 ou 2 mètres de haut sans faire de bruit au-dessus du pré. Et puis quand elle veut passer au pré d'à côté, elle va passer au-dessus de la route. Et comme ça elle repère les proies. Les campagnols, les souris ou des rats ou des taupes, quelque chose comme ça qui serait dans l'herbe. Et comme elle passe à 1 ou 2 mètres de hauteur, s'il y a une voiture qui passe, c'est largement suffisant pour la percuter. Et ça fait partie des destructions, je dirais, directes, ou des raisons qui font que les espèces ne peuvent plus aller de leur site de nidification, de reproduction, à un site d'alimentation. Cette chouette, elle va nicher dans les clochers des églises, notamment. C'est pour ça que c'est les frais des clochers, ou dans les vieilles granges. Bon, alors déjà, on s'est mis à grillager les clochers parce que ça allait bien de mieux que les oiseaux, mais c'est salissant, notamment les pigeons. Donc elle ne trouvait plus d'endroit où aller. Les granges, c'est pareil, on les transforme en habitation, et du coup on laisse plus des portes ouvertes un petit peu partout, notamment pour éviter de consommer de l'énergie pour rien, comme quoi des fois l'isolation a quand même du bon sur d'autres aspects de l'environnement.
Et du coup, déjà, elle a plus de mal à trouver à manger, et en plus, enfin, à trouver pour se loger plutôt, et en plus, pour trouver à manger, eh ben, elle va devoir faire plus de distance, parce qu'il faut qu'elle trouve des prés. Elle ne va pas chasser en pleine ville. Et plus de distance, et plus de chances de tomber sur une route. J'ai pas trouvé le chiffre pour les oiseaux, mais pour les amphibiens, qui nous intéressent aussi beaucoup en Haute-Savoie dans nos associations, quand sur une route, il y a une voiture par minute, ça suffit à tuer 90% des amphibiens qui essaient d'écraser, qui essaient de traverser, pardon. Essayez de compter sur une route en Haute-Savoie, essayez de trouver une route qui a moins d'une voiture par minute. C'est rien, hein, 60 secondes, c'est très long en fait. Alors, heureusement pour eux, entre guillemets, les amphibiens, ils vont migrer à partir de 18-19 heures, donc il y en a qui vont migrer dans la nuit, donc peut-être que ceux qui passent en fin, je dirais, il y a un peu moins d'une voiture par minute. Mais c'est quand même très très important, donc nos amis chouettes qui en ce moment, dès qu'il fait nuit, elles peuvent sortir, donc là, elles peuvent être dehors en train de chasser, là, il y a largement encore une voiture par minute. Donc voilà. Et enfin, on a une autre source de destruction directe qui peut être la chasse. Alors là, c'est pareil, c'est pas un oiseau commun, c'est des tétralyres. C'est pas en France, j'ai pris une photo un peu comme ça. Alors, le but, c'est pas forcément de rentrer dans un débat sur la chasse, mais néanmoins, sur une espèce qui est en danger, nous, on considère que la chasse, une espèce sur laquelle il est scientifiquement prouvé, et c'est le cas pour beaucoup, que l'espèce est en voie de disparition, elle ne devrait plus être chassée. Notamment, par exemple, il y avait le lagopède alpin dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour nous, cette espèce-là, on demande à ce qu'elle soit retirée des listes des espèces chassables. Il faut savoir que la plupart des oiseaux communs dont on a parlé avant, hein, le moineau, etc., sont déjà protégés. En fait, à part les merles et les grives et certains oiseaux comme ça, la très grosse majorité des petits oiseaux que vous voyez tous les jours sont déjà protégés. Donc ils ne sont pas vraiment concernés par la chasse. Il y a des petits soucis dans le sud-ouest ou des endroits où ils font de la chasse à la glu, peut-être que vous avez entendu parler, mais chez nous, c'est ça, c'est pas des pratiques qui sont traditionnelles. Donc finalement, nos petits oiseaux sont pas trop inquiétés par ça. Mais c'est plutôt sur... par exemple, d'une manière générale, en Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup de chasseurs d'oiseaux. On est plutôt sur du gibier mammifère. Mais il y a quand même les oiseaux de montagne qui peuvent être concernés. Et du coup, la LPO a sorti une carte postale avec un oiseau menacé et chassé dans chaque région. Et malheureusement, entre guillemets, pour nous, l'exemple, c'est le lagopède alpin. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces raisons du déclin? Peut-être que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure pour les moineaux en ville, par exemple. Je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question. C'est un petit peu un cumul de tout ça. C'est les modifications dans le bâti. Où on va boucher de plus en plus de trous et du coup le moineau va pas forcément trouver d'endroit où nicher. Et c'est aussi une dégradation des conditions sanitaires. Alors c'est surprenant parce qu'on pourrait dire nos villes sont de plus en plus belles et propres par rapport à une époque, on va dire en 1900, je pense que la ville était moins salubre d'un point de vue des humains. Mais pour les oiseaux, ce n'est pas le cas. Finalement, avec le fait qu'on ait fait rentrer de plus en plus de pesticides et de produits chimiques dans l'entretien des espaces verts, des choses comme ça, et ça a modifié l'alimentation des oiseaux, qui sont beaucoup rabattus sur la nourriture humaine. Ils font les poubelles, pour le dire un peu rapidement. Et ça a joué aussi sur leur capacité à se reproduire. Un moineau peut survivre en mangeant du pain, c'est pas forcément très complet comme alimentation. On dit souvent que manger du pain c'est extrêmement dangereux pour l'oiseau. C'est un petit peu exagéré, si je puis dire. En tout cas, on n'a pas réussi à prouver que ça puisse avoir des effets directs sur sa santé. Mais néanmoins, c'est pas un aliment qui lui convient, donc il n'est pas en bonne santé, il n'est pas capable de bien se reproduire. Et puis par contre, c'est pas une alimentation qui va être, ça c'est certain, qui va être adaptée pour les jeunes qui ont besoin de se développer, comme je disais tout à l'heure. Et donc c'est toutes ces petites choses-là qui font que peu à peu, les moineaux ont disparu de Londres et sont en train de disparaître de partout. La pollution lumineuse par rapport à tout ça. Alors du coup, je vais répondre à la première question, puis après, j'entendrai qu'il y en a une deuxième. La pollution lumineuse, elle va jouer aussi comme la pollution sonore. Les espèces vont être détraquées, c'est ce qu'on appelle le cycle circadien, qui est valable aussi pour les êtres humains d'ailleurs. C'est marrant, j'entendais à la radio hier, dans les prisons, comme ils braquent des projecteurs sur les façades, au cas où quelqu'un sortirait, les prisonniers deviennent fous parce qu'ils ont une lumière braquée dans leur pièce, ils n'ont pas de rideau, ils n'ont pas le droit. Et toute la journée, ils deviennent fous parce qu'ils n'ont pas de noir la nuit. Nos oiseaux qui sont sous un réverbère, c'est un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, même les plantes, les arbres se portent aussi moins bien la lumière. Donc ça va avoir un effet sur leur santé.
Et aussi, ça va avoir un effet négatif sur les insectes. Vous savez, ces insectes qui vont tourner autour de la lampe. Parce qu'en fait, eux, la nuit, normalement, la source de lumière, c'est la lune. Donc ils vont se dire, bah tiens, j'ai envie d'aller tout droit, je vais toujours regarder la lune à ma gauche, comme ça je sais que je vais droit. Et c'est ça que fait un insecte pour la nuit, pour se repérer. Et là, du coup, il voit une lampe, il se pense que c'est la lune parce que c'est la source de lumière la plus importante, et il la garde à gauche. Bah, si je garde l'écran à ma gauche, je vais faire des tours de l'écran. Donc, ces insectes qui tournent comme ça, c'est pas qu'ils sont attirés par la lumière, c'est qu'ils sont déboussolés. Et du coup, ils s'épuisent, ils se fatiguent, ils meurent, ils vont dans la lampe et puis ils finissent même par s'électrocuter ou se chauffer, souvent. Et du coup, ça fait moins d'insectes. Donc finalement, la pollution lumineuse, elle va avoir aussi des effets. Et la pollution sonore, comme je disais tout à l'heure, en ville, les oiseaux chantent de plus en plus tôt. Au fur et à mesure que les humains sont actifs tôt le matin, il commence à y avoir du bruit très tôt en ville, et l'oiseau, qui un petit peu comme celui qui attendait que la voiture passe tout à l'heure, il chante un petit peu plus tôt pour pouvoir se faire entendre. Donc il y a des adaptations au comportement qui permettent de pallier certaines difficultés, mais souvent c'est pas sans effet sur la santé de l'oiseau. Ils sont comme nous, les animaux, ils sont sensibles au stress. Quand on leur fait subir un stress, ils vont pas forcément mourir, ils vont pas forcément l'exprimer d'une manière où nous on va le voir. Mais quand on fait des études et qu'on attrape les oiseaux et qu'on leur fait une prise de sang et qu'on regarde les hormones à l'intérieur, ils ont comme nous des hormones de stress, et on voit que ces oiseaux-là, ils ont des hormones, une quantité d'hormones qui sont plus importantes, et quand on observe leur reproduction, ils font moins d'œufs et ils ont moins de jeunes qui parviennent jusqu'à l'envol que des oiseaux qui ne sont pas soumis à ces stress. Donc maintenant, on peut dire que ça a un effet sur leur santé. Oui, il y avait une deuxième question. Oui. Et les ondes qui sont émises un peu par les antennes téléphoniques portables, ce genre de choses, au niveau téléphonique, Alors, est-ce que ça a un impact sur... c'est une bonne question. C'est déjà assez peu étudié sur l'humain. Et du coup, ça l'est encore moins sur les animaux sauvages. Donc moi, j'ai regardé un peu par curiosité et j'ai pas trouvé alors ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé d'études qui disent que ça va ou que ça va pas d'un sens. Donc j'ai pas de réponse à donner. Moi, je considère que si jamais on finit par trouver que sur l'humain ça a des effets négatifs, pas vraiment de raison que les oiseaux soient épargnés. À la différence près qu'eux, ils se promènent peut-être pas avec un portable collé à la tête ou à la poche toute la journée, donc peut-être qu'ils seront un peu moins exposés que nous. C'est aussi beaucoup en intérieur qu'il y a beaucoup d'ondes, parce que vous savez, c'est quand les téléphones ne captent pas qu'ils envoient plus, et puis il y a d'autres types d'ondes qu'on va voir, donc peut-être qu'ils sont moins exposés, mais je pense qu'en tout cas, à exposition équivalente, les risques sont probablement les mêmes que pour l'humain. Donc après, on verra bien dans quelques années et décennies, quand la science aura progressé et les techniques auront progressé aussi. Si c'est malheureusement un critère de stress ou de danger en plus. Alors nos oiseaux, ils vont pas si bien que ça, on l'a vu, en tout cas pour certaines espèces. Je vous propose qu'on essaie de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour lutter contre ça, à différents niveaux. Pardon ? C'est l'essentiel. Voilà, finir sur une touche un peu plus positive, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. La première chose, c'est d'agir via la connaissance. Alors vous voyez, je parlais des téléphones dans la poche. Il existe des outils maintenant qui permettent et c'est ce qui sert notamment pour le stock, de communiquer les oiseaux qu'on observe, donc de participer à la connaissance scientifique. Il y a des versions sur téléphone portable et des versions sur ordinateur classique aussi, je dirais. Et il y a notamment maintenant des protocoles qui sont faits pour que plus de gens puissent participer, parce que le stock c'est assez cadré, c'est très compliqué à mettre en place, donc il y a finalement assez peu de personnes qui le font. Je sais qu'en Haute-Savoie, il doit y avoir une dizaine de personnes qui font ça. Avec ces nouveaux protocoles-là qui ont été faits pour être plus simples, le but c'est que beaucoup de gens puissent participer, inscrire les oiseaux qu'ils observent, et donc que la science puisse avoir beaucoup d'informations sur lesquelles se baser pour affiner les études. Le principe est très simple, les gens ont l'application, ils sont localisés avec une carte pour voir où ils sont, et puis ils rentrent tous les oiseaux qu'ils observent ils lancent un chronomètre, et ils ont 5 minutes par exemple, ou 10 minutes quand c'est pas la saison, quand c'est pas le printemps, et ils notent tous les oiseaux qu'ils observent ou qu'ils entendent pendant ces 10 minutes-là, et puis après ils coupent ça, et puis c'est bon, ça envoie les données tout seul, et puis au muséum ils reçoivent ça, et puis ils traitent ça avec c'est des statisticiens, c'est des choses qui sont assez complexes pour éviter les biais, et du coup ça permet aux gens de s'y mettre, de progresser aussi. Ça encourage les gens un petit peu à noter et à faire ce qu'ils font. Et ça participe à la science. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est aider la science au niveau de la connaissance. Parce que pour protéger, il faut connaître.
Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples, hein, pour ceux qui sont peut-être moins technologie. Hein, il y a des associations qui organisent pour les oiseaux ou pour d'autres espèces des suivis, des comptages, et vous pouvez aller bénévolement participer, vous faire former d'ailleurs, et participer. On compte les oiseaux sur les lacs, Aster fait le comptage des gypaètes par exemple, il y a les vautours, il y a plein de choses qui sont comptées. Ça peut être l'occasion, on travaille aussi par exemple chez FNE, on travaille sur les mares et les libellules, donc, voilà, des choses comme ça qui peuvent être faites. Et en fonction, je dirais, de son niveau naturaliste, il y a des choses différentes qui sont proposées. Il y a des choses pour les écoles, des choses pour des personnes qui sont débutantes, qui ne connaissent pas forcément les espèces, et des choses qui sont extrêmement poussées. Donc c'est à vous de trouver après là où vous voulez mettre le curseur. Excusez-moi, elle s'appelle comment l'application là? Elle s'appelle Naturalist. Naturalist. En fait, comme naturaliste, c'est une personne qui étudie la nature, mais sans le E à la fin. Elle est gratuite, c'est parfaitement gratuit. Hein. Il faut créer un compte, on est obligé, mais c'est parfaitement gratuit de participer à ça. Et le site internet, si vous n'avez pas de téléphone, c'est le site internet de la LPO, donc vous tapez LPO 74 et vous tomberez dessus, vous pourrez rentrer des observations, pas que d'oiseaux d'ailleurs, hein. Beaucoup de groupes, il y a les papillons, les libellules, les mammifères, les reptiles, tout ça, il y a plein de choses à faire. Deuxième manière, c'est de créer des milieux favorables. Alors ici on a un salarié de la LPO qui est en train de poser, ici vous avez un nichoir, un assez grand nichoir, qui est un nichoir pour la chouette chevêche, qui est un oiseau emblématique de la vallée de l'Arve. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que pendant un moment, il n'y avait plus trop de chevêches dans la vallée de l'Arve, et il y en avait encore pas mal sur le canton de Genève. Et du coup, elles ont fini par revenir sur la vallée de l'Arve. Et ensuite, il y a eu l'inverse, où c'était au niveau de Genève qu'il n'y avait plus de chevêches. Et maintenant, du coup, les Suisses, ils nous aident beaucoup pour qu'on favorise la chevêche pour qu'elle puisse revenir un petit peu de leur côté. Parce que c'est une espèce qui ne va pas pouvoir se disperser très loin en fait. Donc on a besoin d'avoir des territoires qui sont relativement connectés. Par exemple, à Passy, les milieux sont très favorables, mais on ne la trouve pas. En fait, elle ne passe pas la Cluse. Vous savez, après Cluse, on a justement la Cluse. Et a priori, elle considère, même s'il y a des milieux qui sont très favorables derrière, bah, elle ne le sait pas. Et elle, quand elle voit ça, elle considère que c'est trop montagneux, donc elle n'y va pas. C'est un oiseau de plaine. Et donc elle reste de votre côté, entre guillemets, de la vallée de l'Arve. Donc c'est la chouette aux yeux d'or, c'est le symbole d'Athéna, la déesse grecque. Et c'est un oiseau qui adore son milieu, en fait, c'est les vieux vergers, avec des vieux arbres fruitiers, dans lesquels il va y avoir des trous, hein, ici, dans un trou naturel, dans un arbre, et des prairies. C'est ça un petit peu les anciens milieux de Haute-Savoie. On a l'arbre dans lequel il va pouvoir nicher, et la prairie dans laquelle il va pouvoir chasser. Et du coup, bah, comme il n'y a plus beaucoup forcément de vieux arbres avec des cavités, parce que les vergers ont plus été entretenus parce qu'ils n'étaient plus utilisés, donc les arbres ont fini par mourir de vieillesse et par tomber, ou ont été remplacés par des vergers de production où maintenant on a des arbres qui sont très fins, qui sont en chandelier, vous avez peut-être déjà vu, qui produisent plus. Et en fait, c'est de la consommation d'arbres. Hein. On met un arbre, on le fait vivre 10-15 ans, on lui entend le plus de pommes possible et puis on le change. Hein. C'est comme ça que ça marche beaucoup, les vergers de production intensive. Hein, ça se fait pas trop chez nous, mais en Italie, ils vont même plus vite que ça et puis ils maltraitent l'arbre le plus possible pour le faire stresser, pour qu'il fasse des pommes ou d'autres fruits et ils récupèrent. Ça crée pas un milieu qui peut être favorable pour un oiseau comme ça. Les branches, elles sont pas plus grosses que ça. Imaginez, elle va pas trouver un trou dans lequel elle va pouvoir rentrer et élever ses jeux. Donc du coup, bah, pour compenser l'absence de milieux d'arbres qui lui sont favorables, on en plante. Mais comme c'est un petit peu long pour qu'un arbre y vieillisse, et ben en attendant, on met des nichoirs de substitution. Donc voilà, ça fait à peu près cette taille-là en longueur, c'est un tube comme ça. Et puis en fait, il y a une entrée. Alors là, on voit pas bien, mais c'est pas ce petit trou-là. Il y a un trou qui est plus grand de l'autre côté. Il y a quelques zigzags en bois pour empêcher qu'un chat mette la patte. Et puis après, il y a une chambre, et dans la chambre, elle fera son nid, et puis elle élèvera ses petits. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire, je dirais, d'un point de vue associatif. Donc là, il faut aller voir les agriculteurs, discuter avec eux, leur demander si on peut replanter des arbres, leur demander si on peut travailler avec eux sur le type de prairie qu'ils vont avoir, et leur demander l'autorisation, parce qu'on est quand même chez eux, d'aller mettre le nichoir. C'est un travail qui est intéressant, que vous pouvez faire en soutenant les associations comme la LPO ou FNE ou Nature en Vie dans leurs actions. Vous pouvez devenir bénévole et le faire. Mais c'est aussi, je passe un petit peu, quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Alors, bon, pour la chevêche, c'est un petit peu compliqué parce que faut quand même avoir un verger chez soi. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais vous pouvez le faire avec d'autres espèces plus basiques. Et notamment notre fameux moineau domestique, qui, vous vous souvenez, au début, était quand même en déclin assez important.
Et donc le nichoir, c'est le même principe que pour la chevêche. Il ne trouve pas de cavité, et on lui en fabrique une petite. Et on peut l'aider à avoir à manger. Alors en hiver, on met des graines de tournesol. Ce que vous pouvez faire, c'est si, vous savez, cette année, en plus on en a beaucoup mis des fois dans les champs, ils replantent un peu de tournesol pour faire de l'engrais vert, des choses comme ça. Vous coupez une fleur, vous l'accrochez et puis les oiseaux viennent se servir directement dedans. C'est ce que je fais à la maison et ça, c'est un peu plus joli qu'une mangeoire. Enfin, c'est mes goûts personnels et ça marche très bien. Et sinon, vous pouvez nourrir. Petite précision sur le nourrissage, c'est que pendant l'hiver. Les oiseaux n'en ont pas besoin le reste de l'année. C'est pour les aider pendant les moments d'hiver. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est voilà, à partir des premières gelées jusqu'aux dernières gelées, vous pouvez nourrir si vous le souhaitez, ça aide les oiseaux. Après, il ne faut surtout pas le faire parce qu'il ne faut pas que les jeunes s'accoutument à l'homme. Parce que sinon, si jamais vous arrêtez de nourrir, ils ne seront pas se débrouiller par eux-mêmes. Même quand il n'y a pas de neige. C'est quand il y a du gel. C'est vraiment le gel qui va être l'élément. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, s'il y a beaucoup de nourriture en forêt, vous n'aurez pas grand monde à la mangeoire. Cette année, les gens qui ont acheté des graines sont déjà pour certains en train d'en reprendre parce que il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent. Après, ça dépend, si c'est la première année où vous nourrissez, vous aurez de toute manière pas grand chose. Et puis au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus d'oiseaux qui finissent par savoir qu'il peut y avoir à manger dans ce jardin-là et qui y passent. Vous allez voir des mésanges toute la journée, c'est pas la même. C'est des groupes de mésanges qui tournent un petit peu dans le quartier, dans la forêt autour. Et donc en fait, vous pouvez avoir plein de mésanges charbonnières les unes après les autres qui vont passer chez vous. Donc on peut les aider. Ces oiseaux en leur mettant des abris et en leur donnant à manger l'hiver, mais ça suffit pas en fait. Il faut aussi qu'ils puissent avoir à manger pendant la période de reproduction, qui est le printemps. Et pour ça, je reviens en arrière, la diapo n'était pas dans l'ordre, en fait il faut éviter surtout ces deux éléments-là. Alors, la tondeuse, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de tondre du tout, mais ça veut dire qu'il faut laisser des parties du jardin, si vous voulez aider les oiseaux, avec des herbes hautes, avec de la végétation sauvage et locale, parce que c'est là-dedans qu'ils vont trouver des insectes. Dans une pelouse tondue comme ça, en mode green de golf, il n'y a pas beaucoup de nourriture. En fait, c'est vert, mais écologiquement, c'est un désert, une pelouse qui est tendue à fond. Dans le sol, vous pouvez avoir un petit peu de vie, mais en surface, vous n'aurez vraiment pas grand-chose. Donc du coup, voilà, c'est limiter la tonte dans certains secteurs, parce que voilà, par exemple, nous quand on travaille avec les collectivités, on leur dit pas d'arrêter de tondre partout. Les gens ont besoin d'espace pour sortir, pour aller pique-niquer. Et on est les premiers à vouloir faire sortir les gens, donc on ne va pas transformer les parcs en zones protégées, interdit d'accès, interdit de marcher dans les pelouses. C'est vraiment pas la mentalité qu'on a. N'empêche que si certaines zones du parc peuvent être laissées un petit peu en évolution libre, avec des plantes sauvages, et ça aidera les oiseaux, et puis voilà, on peut partager un petit peu nos parcs avec les oiseaux qui y vivent. Et bien sûr, alors maintenant on n'a plus le droit d'en acheter, enfin on n'a plus le droit de vous en vendre, c'est ça la loi. Vous avez toujours le droit d'en utiliser si vous en avez acheté 58 milliards de litres pour les stocker dans votre jardin, on ne peut pas vous en empêcher. C'est de pas utiliser d'insecticides ou de produits phytosanitaires d'une manière générale, parce que voilà, de toute façon tout ce qui finit par cide, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire que ça tue, donc ça tue des êtres vivants, et dans l'équilibre des écosystèmes, c'est ce qui va un petit peu tout détraquer. Donc si on veut aider les mésanges, c'est très bien de mettre un nichoir et de mettre une mangeoire pour l'hiver, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'en fait c'est le nichoir sans espace d'herbe où il va y avoir des insectes, c'est le gîte sans le couvert. Donc ça peut fonctionner si à côté ils vont trouver à manger, mais si dans votre jardin il n'y a pas, ça va moins bien marcher. Si vous avez un potager aussi, c'est super, un potager qui est sans pesticides dedans, va y avoir des chenilles, il va y avoir des choses comme ça, un petit peu malheureusement pour nous, mais n'empêche que les oiseaux vont venir consommer un petit peu tout ça. Donc il faut penser gîte et couvert. Si vous voulez avoir des animaux sauvages dans votre jardin, il faut toujours penser gîte couvert. Si vous arrivez faut regarder un petit peu, faites des recherches, qu'est-ce que cet animal mange, dans quoi il vit, et est-ce qu'il a besoin d'un territoire grand ou petit, parce que si vous avez un tout petit jardin, vous ne pourrez pas forcément avoir un cerf qui va vivre dedans l'année, ça ne correspond pas d'un point de vue des dimensions. Voilà, donc il faut regarder un petit peu de quoi a besoin l'espèce, et en tout cas, la plupart de ces oiseaux communs-là, avec un nichoir et des zones d'herbe où ils vont trouver, ou des arbres ou des arbustes où ils vont trouver des insectes pendant le printemps, des baies et des graines pendant le reste de l'année, ils auront déjà de quoi couvrir une très grosse partie de leurs besoins vitaux. Et donc ils vont pouvoir vivre, et donc vous allez participer à enrayer leur déclin. Si on n'a pas de jardin, moi j'ai un jardin depuis très peu de temps, et encore c'est pas vraiment le mien, on n'a pas de jardin, et en fait on peut appliquer ce que je viens de dire, mais à l'échelle des terrains agricoles. Si vous décidez de consommer l'agriculture biologique et locale,
Vous allez réduire la quantité de pesticides qui sont répandus dans la nature et dans les milieux agricoles, puisque vous allez favoriser l'agriculture qui n'en utilise pas. Et vous allez aussi réduire le réchauffement climatique qui embête notre pauvre lagopède qu'on a vu tout à l'heure. Puisque si votre nourriture elle vient pas, je sais pas moi, d'Israël ou de Nouvelle-Zélande, elle aura un impact carbone qui sera moindre parce qu'elle aura parcouru moins de distance. Donc du coup, ces questions de changement de mode de consommation responsable, ça englobe beaucoup de choses que peut-être certains d'entre vous auxquelles sont déjà sensibles, les histoires de déchets aussi, enfin voilà, il y a d'autres choses. Ça dépend des personnes. Il y a beaucoup de gens qui y vont pour l'aspect santé ou pour l'aspect qualité du produit d'un point de vue gustatif aussi d'ailleurs. Moi j'avoue que j'y suis tombé au début pour des aspects de biodiversité parce que ça me touchait plus, parce que je passe mon temps dehors à regarder les oiseaux. Alors je suis quand même content de ne pas m'empoisonner, hein, on est bien d'accord, mais voilà, c'est aussi un aspect de ces modes de consommation. Il y a éventuellement, je sais que beaucoup de gens qui ont des enfants aussi se mettent là-dessus pour nourrir leurs enfants alors qu'ils ne l'avaient pas forcément fait pour eux. Souvent ça provoque des prises de conscience. Et on peut le faire aussi pour la biodiversité. Et d'ailleurs, quand nous on travaille en lien avec le monde agricole, ce genre d'agriculteurs-là, ils sont déjà un petit peu plus sensibles et souvent c'est plus facile d'aller les voir pour aller poser le nichoir à chevêche. Déjà parce que la chevêche elle va leur manger les campagnols, donc ça va leur rendre plutôt service. Et aussi parce que ils ont une certaine sensibilité. Alors que celui qui utilise du chimique, pour lui la solution elle ne va pas venir de la chevêche puisqu'il pense que la solution elle va venir justement de la chimie. Donc du coup c'est aussi un moyen de leur rendre entre guillemets l'appareil que de consommer chez eux. Voilà, 2 petites chevêches justement.